Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la Tech Démo. C'est un rendez-vous mensuel organisé par Alpine City qui est dédié aux PME pour identifier des solutions numériques à travers une démonstration en direct. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir les applications de la data science en entreprise avec le Business Data Science Canva. C'est une solution qui permet d'élaborer vos projets à partir de la science des données. Et en fait, c'est un outil qui a été développé par l'entreprise Swiss Statistical Design and Innovation, ou Swiss SDI, en se basant sur le célèbre travail d'Osterwalder et Pigneur, et qui permet de considérer un maximum d'enjeux humains, data et business dans un même outil. Donc, avant de vous faire la démonstration de cette solution, Xavier Bayes, qui est data scientist et cofondateur de Swiss SDI, va vous présenter ce qu'est la data science, car c'est un sujet très actuel pour les entreprises, mais qui peut être difficile à appliquer sur le terrain, et c'est pourquoi il a développé cet outil d'ailleurs. Si vous avez des questions durant la présentation, sentez-vous libre de les poser en activant votre micro ou en les écrivant dans le chat si vous préférez. Et je vais maintenant passer la parole à Xavier. Parfait, merci beaucoup. Merci pour cette introduction et puis merci à Alpine City pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous pour vous présenter justement notre Business Data Science Canva et puis vous parler un petit peu de data science aussi, vous allez le voir. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mes slides. Tac. Et je pense que vous devez voir l'écran normalement. C'est tout bon? Parfait. Donc, comme l'a dit Sandrine, je vais commencer par vous parler un petit peu de data science. Et nous, on a une citation qu'on aime bien présenter quand on doit introduire un peu le sujet de la data science. Et c'est la suivante. Donc, c'est une citation de monsieur Marcel Salaté. Marcel Salaté, il est professeur à l'EPFL, il est épidémiologiste. Donc, on l'a aussi beaucoup, comment dire, entendu durant le temps de la pandémie. Et puis, il a dit la chose suivante. Il nous a dit que l'IA ne remplacera pas les médecins, mais que les médecins utilisant l'IA vont remplacer les médecins. Donc pour IA, comprenez bien intelligence artificielle. Et puis cette phrase, nous, on l'aime bien chez Suisse SDI. Premièrement, parce qu'on peut finalement remplacer ce mot médecin par énormément de métiers différents. Et puis aussi parce qu'elle nous dit que l'IA, en fait, ne va pas toute seule révolutionner les choses, mais c'est les humains qui utilisent l'IA qui vont changer la manière traditionnelle de travailler. Et donc, notamment, il y a un côté interaction entre l'humain et machine qui sera très important et qui est vraiment un fil rouge pour nous, soit pour la présentation d'aujourd'hui, vous allez le voir, soit de manière générale dans notre activité chez Suisse SDI. Et puis, peut-être vous posez une question maintenant, vous vous dites, bon, je vous ai promis de vous parler de data science, et puis le premier mot technique que j'emploie, c'est l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on vit dans un écosystème avec plein de mots techniques et différents qui sont là. Et puis, je les ai résumés un peu ici, sur cette slide. Ça montre un peu le jargon, en fait, qu'on a dans cette fameuse science des données. On comprend aussi pourquoi parfois on est un peu perdu, c'est qu'on nous parle de deep learning, machine learning, statistical learning, data science, data engineer, business intelligence, big data, cloud computing, donc plein de mots techniques finalement qui viennent là-dedans. Donc on a un vrai jargon, complet finalement et les gens sont encore pas forcément très habitués à tout ce vocabulaire. Moi, j'aime bien faire des parallèles finalement avec l'informatique, où actuellement on est tous très à l'aise quand on parle de dossiers, de liens, d'URL, de copier-coller et ce genre de choses. Et finalement, ben, pour la data science, on a encore un peu de chemin à faire pour être plus familier avec tous les termes qui sont ici. Donc moi, je pourrais parler pendant presque le temps d'une conférence entière, finalement, pour définir ces différents mots. Je vais me restreindre à un, finalement, c'est la fameuse data science. Et puis, je vais la présenter à travers un graphe qui n'est pas de nous, mais qui est un graphe qui est beaucoup utilisé pour représenter ce que c'est cette fameuse data science. Et on aime bien la représenter comme étant finalement l'intersection de trois branches, de trois domaines. Et le premier domaine, c'est les mathématiques et les statistiques. Le deuxième domaine, c'est la programmation. Et puis, le troisième domaine, c'est ce qu'on appelle l'expertise métier. Et finalement, ces trois domaines vont être très importants pour comprendre cette data science, pour pouvoir appliquer et faire cette data science. Typiquement, si on fait de la programmation avec des outils mathématiques et puis qu'on met ça dans des systèmes informatiques, eh bien, on aura peut-être des super algorithmes qui seront inventés, mais ces algorithmes, on n'est vraiment pas sûr qu'ils soient utiles pour le métier.
qui soient applicables, qui donnent des résultats qu'on puisse utiliser ou même qui ne soient pas absurdes et puis qui nous prédisent pas des choses qu'on connaît déjà sur le terrain. Donc finalement, c'est important d'utiliser toujours l'expertise métier pour être sûr aussi que nos outils fonctionnent bien et qu'ils soient bien construits, qu'ils soient sensés. D'un autre côté, si maintenant on enlève le côté informatique, et puis on s'intéresse uniquement à un domaine de compétences et puis des statistiques, eh bien, on est un peu dans la recherche traditionnelle. On fait des tests de statistiques, on fait des tests, de moyenne. Vous avez sûrement tous déjà, fait ce genre d'exercice, mais finalement, on est un peu du côté ce qu'on appelle la recherche traditionnelle. Et puis on a le dernier point, on va dire, qui est présenté en violet ici, qui est intéressant, c'est cette fameuse ce qu'ils appellent la danger zone et cette zone-là finalement, elle vient du fait que si vous voulez vous demain, programmer un outil, de data science, si vous voulez faire un algorithme avec un tutoriel sur YouTube, je pense qu'en 10 minutes, tout le monde est capable de lancer un algorithme. Maintenant la difficulté, c'est pas de lancer un algorithme, et puis d'en créer un, mais c'est d'être capable de le comprendre, capable de savoir à quel moment on peut lui faire confiance, à quel moment est-ce qu'il est censé, et puis quelles sont ses limitations. Et quand on crée des algorithmes qui sont potentiellement pour des sujets, très importants, ça peut être, de l'absentéisme, ça peut être de l'analyse de discrimination, ça peut être des investissements à la bourse, ça peut être plein de choses, on va dire cruciales. Eh bien, c'est important aussi de bien connaître, cet algorithme et puis quelles sont ses limitations et ça finalement, bah, c'est la théorie des statistiques ou des mathématiques, qui vont nous donner ces informations-là. Donc voilà un peu pour se représenter cette data science. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est un domaine, qui est transverse et ça, on va le voir aussi après quand on ira plus en détail dans notre business data science Canva. On va voir justement qu'on a besoin de transversalité pour créer ce genre de projet. Et puis, pour finir un peu cette petite introduction, je vous ai donné quelques exemples ici, on va dire de ce qui peut se faire grâce à la data science, un peu des projets types, je dirais. C'est les projets les plus, peut-être les plus connus, mais aussi les plus accessibles pour des entreprises, on va dire à taille humaine. J'entends par là que dans les médias, souvent, on nous parle de projets du style Tesla, Google, on entend Google Translate, on entend des algorithmes, hyper, développés pour prédire si un piéton est en train de traverser la route ou s'il marche dans l'autre sens. Et finalement, c'est des éléments qui sont très intéressants, qui sont sans doute passionnants, mais très assez loin finalement de la réalité des entreprises, on peut avoir en Suisse romande. Et là, vous avez, des use cases qui sont beaucoup plus proches de ce qui peut se faire, sur le terrain de manière concrète. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vous laisse parcourir la liste, mais on a par exemple, bah, de la prédiction de vente. On a, de la prédiction liée à la gestion des stocks. Quelles sont les matières premières dont on aura besoin en fonction des plans de production qu'on va avoir? On a de la maintenance prédictive, anticiper les pannes. On a du contrôle qualité à la fin d'une chaîne de production. Donc voilà, donc c'est des éléments finalement, qui peuvent être plus ou moins précis, mais qui sont applicables à beaucoup d'industries ou à beaucoup, de core business différents et qu'on peut vraiment mettre en place et installer finalement grâce à la data science. Je vous présenterai en toute fin, quelques exemples de ce que nous on a pu réaliser, un peu dans le même ordre d'idées. Ça, je l'ai dit, c'est un peu des grands thèmes qu'on a dans la data science. Puis je vous montrerai quelques exemples, au final de ce que nous on a pu faire pour des clients, en Suisse romande. Donc pour venir maintenant dans le vif du sujet, sur ce fameux business data science Canva, on m'a demandé, comme à l'accoutumée pour ces tech démos, de le présenter finalement en 3 questions, puis en 5 minutes. Donc voici les 3 questions: qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et quelles sont les applications? Et donc je vais directement attaquer, la première de ces 3 questions. Alors qu'est-ce que c'est? On l'a compris peut-être un peu dans l'introduction, c'est un travail, qu'on a réalisé basé sur le business model Canva d'Osterwalder et Pigner. Et vous connaissez, peut-être vous reconnaissez peut-être la forme de ce canevas, donc on a vraiment une très forte inspiration, on est parti de ce travail, pour créer un outil qui permettra d'élaborer des projets de data science en prenant en compte un maximum d'enjeux du terrain, finalement. Donc ce qu'on avait envie, nous, c'était de pouvoir structurer notre pensée et puis avoir une sorte de pense-bête et outils pratiques pour pouvoir conceptualiser ces projets de data science. Vous en trouverez plein d'autres de data science Canvas sur internet. Nous, on a une unique value proposition pour celui-ci finalement, c'est qu'il fait des liens entre le business et puis la data. Et la plupart des data science Canva, si vous faites une petite recherche sur Google, ce que vous allez trouver, c'est des outils qui sont très techniques et qui sont faits, je dirais, par des techniciens pour des techniciens. Et donc, ils sont adressés vraiment à des personnes qui, connaissent la data science, qui connaissent le machine learning et on va leur poser plein de questions, très techniques sur cet élément-là. Nous, ce qu'on a voulu créer finalement, c'est un outil qu'on peut sortir en séance avec nos
clients qui ne sont pas des personnes, qui ont forcément des grandes connaissances en data science et puis qu'ensemble, on puisse le remplir et que finalement, n'importe qui dans le projet ait la capacité de voir et comprendre, ce canevas qu'on a présenté ici. Donc finalement, ce canevas, il est, on va dire, créé pour être à portée de tout le monde. Ensuite, pour la deuxième question, à quoi ça sert? J'ai un peu distordu la question parce qu'on comprend globalement l'utilité générale de ce canevas, mais c'est plutôt l'idée de se dire: «Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer ce canevas?» Et en fait, on s'est rendu compte que la data science, c'était des projets qui étaient, assez neufs, finalement, pour beaucoup d'entreprises. Comme je l'ai dit, c'est des projets qui sont transverses. On fait appel à beaucoup de compétences différentes. On ne peut pas, uniquement parler avec le département IT d'une entreprise. On a besoin de parler avec le métier, on a besoin de parler avec des décideurs, on a vraiment plein de personnes différentes qui vont venir englober ce genre de projet et finalement, bon, on avait ces 3 grands, points qui sont présentés ici qui étaient importants pour nous. C'est répondre à des problématiques bien définies, être capable de faire des liens entre le business réel de l'entreprise et puis la data science et puis finalement intégrer aussi des concepts d'interaction humain-machine pour faire un peu écho à la toute première citation que je vous ai présentée. Et finalement, ben, nous, on a créé cet outil pour structurer notre approche d'avant-projet. Ça veut dire qu'avant, on posait plein de questions, d'avant-projet pour comprendre un peu quels sont les enjeux, quels sont les défis du projet qui vont arriver. Puis on s'est rendu compte à force qu'on posait systématiquement les mêmes questions, mais dans le désordre, puis en en oubliant toujours 3 ou 4. Et ben là, on a eu une sorte d'outil qui nous permet de mieux structurer tout ça. Et puis donc la dernière, dernier élément, quelles sont les applications? Je pense que c'est assez direct, ici, il y a pas trop besoin de répondre à cette question plus loin justement, mais finalement tout un chacun peut s'en servir. Il est en libre accès, il est gratuit cet outil et puis je vous donnerai un lien pour le trouver, en fin de présentation. Donc pour aller plus en détail maintenant dans ce canevas, on a, 4 finalement points de focus différents, qui sont représentés. C'est le focus problématique, data, business et puis humain. Et puis ces éléments-là, on les a représentés aussi de manière un peu géographique, donc on va les retrouver sur différents, endroits du canevas. Et le premier élément, c'est la problématique. C'est l'élément central pour nous, c'est vraiment l'élément primordial. Des fois, on dit un peu en rigolant, on est avant tout un bureau d'ingénieurs, donc des ingénieurs résolvent des problèmes. S'il y a pas de problème, il y a pas de solution et ça, en fait, ça montre un peu, voilà, que si on veut commencer à construire une solution, bah, c'est qu'on a à la base une problématique qu'on veut adresser. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment mis au centre. Ensuite, on veut que cette problématique, elle soit bien définie. On a parfois des clients qui nous abordent en disant: «On veut faire de la maintenance prédictive». Mais finalement, de la maintenance prédictive, ça peut être vu de manière très différente. Je veux prédire des pannes, OK. Maintenant, est-ce que je veux, par exemple, prédire, quand sera la prochaine panne? C'est-à-dire que je dois prédire, une date. On peut aussi se dire: «Je veux prédire, est-ce que ma prochaine panne sera dans un mois?» Donc là, je prédis un oui/non. Donc ça, c'est une variable qu'on appelle booléen en informatique. Ou bien on peut aussi se dire, est-ce que je veux prédire quelle sera la prochaine panne? Et là, je vais prédire un code erreur et cette fois, ce sera, par exemple, un texte ou ce qu'on appelle une catégorie dans le jargon. Et donc finalement, bah, ces 3 problèmes qui visent les 3 à dire: «Je veux prédire une panne», bah, ça cache des modélisations très différentes et puis potentiellement aussi des enjeux, très différents sur la façon d'aborder le problème. Donc d'où l'idée de se dire: «Voilà, on veut avoir une problématique qui est bien définie». Et finalement, on aime aussi rappeler de dire que c'est comment dire? Une modélisation, pour une problématique et donc on va utiliser en général un canevas pour résoudre un problème et puis éviter de mettre trois quatre problématiques à la suite sur le même canevas. La partie de gauche maintenant, c'est la partie, qu'on appelle focus data. Donc cette partie-là finalement, elle va toucher d'abord la solution. Ça veut dire, ben, comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Donc là, l'idée, c'est d'être assez précis pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place comme type de modèle, mais pas trop, parce que comme je l'ai dit, le but, c'est qu'on reste quand même, ouvert finalement au grand public ou à tous les acteurs qui vont être, intéressés par ce projet et donc l'idée, c'est vraiment globalement de définir qu'est-ce qu'on va utiliser comme solution pour adresser la problématique. Deuxième élément qui est important ici, c'est les critères de succès et puis les critères de succès, on va le définir de 2 manières. Vous allez voir qu'on va le retrouver plus tard, mais premièrement, on veut le définir d'un point de vue mathématique, un point de vue technique. Ça veut dire, je suis en train de créer une solution qui va peut-être anticiper des pannes, mais j'aimerais savoir à quel point mon algorithme, il est satisfaisant, à quel point je suis content de l'outil que j'ai créé et ça, c'est vraiment primordial. Par exemple, si on passe par une phase de proof of concept, on aura envie à la fin du proof of concept de dire: «Est-ce qu'on a réussi ou pas?» Et trop souvent, on oublie de se dire, bah, quels seront les critères pour dire: «Je suis content, je suis pas content, mon projet est un succès ou bien c'est un échec ou bien il a amélioré»
et finalement, bah, ce critère de succès, il faut le définir de manière mathématique dans un premier temps. On pourrait imaginer pour des pannes, c'est se dire, je prédis le nombre de, le pannes qui sont véritablement, justifiées versus le nombre qui n'était pas justifié. On peut trouver une métrique, mais il faut trouver un moyen finalement de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir optimiser finalement dans notre algorithme. Et puis la partie tout à gauche, c'est, les données utiles et nous, on les a séparées en 2 types de données. On a appelé ça les données utiles disponibles et puis données utiles récoltables. C'est-à-dire que d'un côté, on a les données qui sont déjà là, c'est-à-dire que si on me donne tout à disposition, tous les accès, ben, dès demain, on peut commencer le projet. Et puis il y en a d'autres qui sont récoltables, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut les avoir, on les a pas forcément. Peut-être c'est des coûts, peut-être il faut mettre des capteurs, peut-être qu'il faut les acheter, peut-être qu'il faut les trouver parce que c'est pas simple de savoir où elles sont. Mais finalement, eh bien, on sait qu'on a ces données qu'on pourrait aussi avoir soit dans un deuxième temps ou soit si on est un peu patient pour lancer le projet. Donc ça, on s'est rendu compte aussi que c'était intéressant, de séparer, ces types de données. Voilà pour le focus data. Si maintenant on descend d'un étage, on a le focus business et puis le focus business, il a en overlap finalement avec certains éléments et le 1er élément overlap qu'on voit, c'est les critères de succès. Donc le critère de succès, comme je vous l'ai dit, il va définir d'un côté de manière mathématique ce qu'on veut optimiser, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer d'optimiser comme fonction, qu'on appelle la fonction d'erreur. De l'autre côté, il nous permet aussi de manière business de dire: «Je suis content, je suis pas content, on peut faire confiance, où j'ai atteint mon retour sur investissement espéré». Voilà, donc il a vraiment ce but en fait de pouvoir, valider le projet d'un point de vue complètement business. Ensuite, on a la partie, en dessous, donc il y a la partie contrainte. La partie contrainte, c'est une case qu'on a mis qui était très pratique pour nous, qu'on a placée dans le on va dire en bas à gauche, parce que c'est un peu pour nous le fourre-tout pense-bête de toutes les choses qui nous chiffonnent durant le projet et quand on élabore le projet, on est en train d'en parler. Typiquement, on pourrait se dire, en fait, je veux récolter des données sur une ligne de production, mais ma ligne de production, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc mettre un capteur, c'est super compliqué. Je dois, à un moment donné, arrêter ma ligne de production, ce qui n'est pas prévu. Et donc ça, c'est une contrainte forte que je pourrais avoir. Autre contrainte, c'est de me dire, je suis sur une ligne de production, je fais du contrôle qualité, mais j'ai une pièce qui sort chaque minute. Ça veut dire que mon algorithme de prédiction, il doit faire moins d'une minute pour donner une réponse. Et ça, c'est aussi une contrainte, qui peut être assez intéressante à mettre de côté. Donc l'idée, c'est voilà, on a un petit espace et puis on peut mettre toutes les contraintes, qu'on veut, qu'elles soient temporelles, géographiques, liées aux personnes, liées à la disponibilité des machines, aux tests ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a les 2 cases qui s'appellent avantage business et structure de coût. C'est assez direct. Ces cases-là, en fait, elles vont créer le retour sur investissement. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, qu'est-ce que vous gagnez, d'avoir mis en place cette solution? Qu'est-ce que vous espérez gagner? Puis de l'autre côté, c'est qu'est-ce que vous allez payer pour mettre en place, cette solution? S'il y a des frais de serveur, s'il y a les frais de développement, de la maintenance, des nouveaux capteurs, de l'acquisition de données, j'en ai parlé avant. Voilà, donc là, on a l'occasion, en fait, de faire déjà un mini calcul de retour sur investissement. Et puis, la case utilisation, donc c'est la case qui va déjà nous diriger un peu vers la partie droite qu'on va découvrir juste après. Cette case-là, finalement, elle nous dit, comment est-ce qu'on va prendre des décisions. Donc là, c'est bien, j'ai un algorithme qui me dit, par exemple, il y aura une panne, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce que cette information, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va la donner au service après-vente? Est-ce qu'on va la donner au client? Est-ce qu'on va la donner à d'autres personnes? Et ça, finalement, c'est l'idée de se dire déjà au début du projet, c'est de réfléchir: je vais créer une information, ce qu'on appelle souvent un insight, et ben, comment est-ce que je vais transformer un insight en actionnable? Et puis être sûr qu'on puisse prendre une action grâce à ça. Et donc cet élément-là finalement, c'est un élément business parce que ça permet aussi de comprendre mieux, quels avantages on aura si on réfléchit déjà à ce stade-là. OK, avec cet outil, je vais prendre tel type de décision et je pourrais, gagner, en efficacité, en temps, en argent ou autre, ou en confort de vie sur, ces différents éléments. Et ça nous amène, comme je l'ai dit, vers la partie, humain et ça, c'est la partie de droite et finalement, bien, on a les éléments essentiels qui sont utilisation, intégration, utilisateur. Utilisateur, c'est à qui je destine l'outil. Si, on est en train de créer un outil justement pour, un responsable service après-vente, si je le crée pour un ingénieur de recherche et développement, pour un client, potentiellement on ne donnera pas les mêmes informations à disposition, pas la même granularité, pas les mêmes outils d'aide à la décision pour qu'ensuite il puisse se positionner par rapport à ce qu'on va lui conseiller. Et donc là, c'est important aussi de penser à qui est l'utilisateur final. Et dans ces projets de data, on s'est vu que très souvent, on le tenait trop loin en fait, de la conceptualisation.
Ensuite, il y a l'intégration. Où est-ce qu'on va placer l'outil? De manière, concrète, ça veut dire où est-ce qu'il va tourner? Si c'est un ordinateur qui doit fonctionner, est-ce qu'il est, chez nous, chez notre client, sur le cloud? Donc on a ce genre de questions qui se posent. Mais après, on a aussi la question de dire: «Ben, comment est-ce que je transmets les résultats?» D'accord, je veux te dire qu'il y a eu une panne, mais maintenant est-ce que je envoie un SMS? Est-ce que j'ai un dashboard? Est-ce que j'envoie un mail? Est-ce qu'on a un autre système? Et donc c'est aussi l'idée de se dire: «Ben, voilà, toute cette idée de transmission de l'information, par quel canal ça va passer?» Et dernière, case, c'est les personnes clés et donc ces personnes clés, c'est, toutes les personnes qui vont être intéressantes dans le projet et globalement, bon, on aura une personne, IT, data, une responsable business et tous les personnes clés finalement qui vont être nécessaires pour mettre à bien, ce projet-là. On a créé cette case personne clé parce qu'on s'est rendu compte que comme les projets étaient très transverses, parfois, ça demandait un peu de réflexion de se dire: «Mais qu'en fait, qui c'est? Qu'est-ce qui contient cette base de données?» Pour se dire: «Ah ouais, c'est telle personne dans tel département», parfois même dans un autre pays, dans une succursale, ailleurs et finalement, bah, on s'est dit que c'était bien aussi de pouvoir rassembler, avoir une sorte de base de connaissances et puis dire: «Ben, telle personne, elle a telle information, puis elle sera utile à tel moment dans le projet». Donc voilà pour, je dirais, c'est la présentation de cet élément-là. Puis maintenant l'idée, c'est que je vous présente un cas concret qu'on a réalisé, un projet, prédictif, qu'on aime bien prendre comme exemple parce que c'est un projet qui est assez complet dans la chaîne de comment dire? Des choses à faire et puis, on va remplir ensuite ensemble justement ce canevas. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on le remplirait, si on imagine qu'on est face à notre client puis qu'on doit commencer à mettre en pratique cet élément-là. Le projet que j'ai, pris, c'est un projet de prédiction de la courbe de consommation. C'est un projet qu'on a réalisé pour Groupe E. Groupe E, c'est le comment dire? Le GRD, donc gestionnaire de réseau distribution du canton de Fribourg, principalement, aussi actif un peu sur Vaud et Neuchâtel, donc l'équivalent de SIG Romande Énergie. On a développé, pour eux on a un outil finalement de prédiction de la courbe de consommation qu'on a ensuite nous pu, réutiliser aussi sur d'autres, pour d'autres acteurs. En gros, le problème est le suivant. Ils nous ont abordé en nous disant que, eux doivent prédire, tous les jours à 11 heures du matin la quantité d'électricité qui sera consommée par leurs clients le lendemain. Donc on appelle ça une prédiction en day ahead, un jour avant et maintenant il est, 11h53, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, 50 minutes, les traders ont fait l'estimation de que va demander globalement le canton de Fribourg, au niveau de la consommation énergétique, pour le 27 avril de minuit à 23 heures. Et cette tâche, en fait, c'est important de la faire de manière le plus juste possible. Dans un premier temps, parce qu'on va aussi prédire les plans de production, à quel moment je vais allumer des centrales de production, donc des barrages concrètement, qu'est-ce que je vais turbiner comme eau, qu'est-ce que je vais acheter comme électricité et finalement, plus on prédit correctement ce qui va se produire demain, moins je m'embête après durant la journée d'essayer de régler mon électricité pour que l'offre et la demande soient toujours le plus alignées possible. Puis dans un deuxième temps, on a un autre avantage, c'est que, plus je suis juste aussi, plus moindres seront les pénalités que vont imposer Swissgrid. Swissgrid gère le réseau, a le monopole du réseau de distribution d'électricité suisse et Swissgrid, lui, doit veiller que, le réseau soit toujours à la bonne tension et à la bonne fréquence et finalement va être l'acteur qui va faire en sorte que tout se passe bien comme prévu et Swissgrid, si on avait prédit qu'on allait consommer, beaucoup, demain à midi et finalement c'est pas vrai, Swissgrid est embêté parce que, ben, les flux d'électricité sont pas ce qui était prévu et ça, ils le font payer. Ils le font payer de manière, on va dire, très concrète. C'est des pénalités financières qui interviennent à ce moment-là. Donc en gros, on a un avantage qui est double, à créer ce genre de solution. D'un côté, on se dit: «Ben, on a meilleur temps d'optimiser la courbe de prédiction parce que, plus elle sera juste, moins on va payer cher d'amende» et puis finalement, ben, c'est aussi une tâche intellectuelle certes, mais répétitive qu'on doit faire tous les jours en se basant sur des données pour pouvoir faire cette prédiction. Donc voilà, en gros, la mission qu'on nous a posée. Pour la petite histoire et comme on aime bien les data en tant que data scientist, je vais juste vous montrer 2 courbes. Je vais pas faire très long là-dessus. C'est, une courbe de consommation, ça vous visualisez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une courbe, qui est tirée de l'année passée. J'ai pris une courbe quelconque à peu près dans la même période et on voit différents éléments sur cette courbe, mais notamment, on a, le moment donné où les gens, comment dire? S'activent pour aller, au travail. On voit le moment où les gens, rentrent aussi, à la maison, fin de la journée, de travail et puis un mini pic aussi qui se passe, on va dire, aux alentours de la consommation de midi, qu'on retrouve ici. Et puis une autre courbe peut-être qui surprend plus, durant la nuit, j'en reparlerai un tout petit peu après, mais ça c'est, une action qui est prise, par les gestionnaires du réseau liée aux boilers dans les maisons.
Donc on a des 3 actions qui sont aussi prises directement à domicile chez les personnes et cette action boiler, bon, on la voit comme un pic qui intervient ici, à 1 heure du matin. Ça, vous voyez un petit peu, à quoi ça ressemble et nous, on aime bien ce genre de courbe en tant que data scientist parce qu'on a une vraie saisonnalité. Ça veut dire qu'on sait que globalement, tous les jours, on a cette sorte de vague qui va se passer et puis, en plus de ça, si on prend une courbe annuelle, on a aussi de manière annuelle une sorte de vague qui va se produire avec finalement une consommation qui est différente et c'est pas très choquant de le dire quand on y pense. Une consommation qui est différente en hiver qu'en été en moyenne et puis finalement, bon, on a une fluctuation qui est comme ça et on a 2 périodicités. Une fois, on a une grande vague annuelle, puis une fois, on a des petites vagues, qui se passent tous les jours. Et pour la petite histoire, j'ai pris 2020 parce que, c'est aussi intéressant de voir qu'on a une sorte de changement de comment dire? De comportement qui se passe ici et ça, c'est l'effet covid, qui s'est vu très, très vite sur le système. Mais en gros, voilà, on a une petite indication qu'il se passe des choses, si on a l'habitude de voir un genre de courbe, des choses bizarres, à ce moment-là. Mais bref, l'idée, c'est maintenant de dire, ben, on doit remplir ce canevas et donc on a envie de structurer ce projet. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que, ben, je dois prédire, une courbe de consommation. Donc notre problématique, c'est la suivante: à 11 heures, les traders doivent se positionner sur le marché de l'électricité et puis annoncer la consommation en électricité de leurs clients. Donc nous, on va développer une solution pour ça. La solution, c'est un modèle de machine learning pour la prédiction en day ahead des consommateurs. Je précise du groupe bilan, ça veut dire qu'on a tous les consommateurs fixes du réseau, mais aussi les grands consommateurs, des grands groupes de consommation qui peuvent choisir leur fournisseur. Et puis, vous voyez que là, on n'est pas très technique finalement. Alors, je dis quand même qu'on a un modèle de machine learning, mais je suis pas en train de parler de régression linéaire, de neural network ou d'un autre système. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que je vais devoir créer ce genre de système. Et puis, on a un critère de succès. Alors, on a de la chance dans le domaine de l'échange énergétique et du trading, c'est qu'il y a déjà beaucoup de mesures qui existent. Donc nous, on a pris une de leurs métriques qui s'appelle la MAPI, M-A-P-E. En gros, c'est une moyenne, pondérée qu'on fait sur l'année. Et cette métrique, ben, c'est celle qu'eux, ils emploient déjà pour s'auto-évaluer chaque année. Donc nous, on va prendre la même et puis on va utiliser cette fonction d'erreur à optimiser. Ensuite, on va faire un backtest sur 2 ans. Ça veut dire qu'on va, prendre les données historiques depuis 2 ans en arrière et puis on va lancer notre algorithme et puis voir à quel point est-ce qu'il est bon ou pas par rapport au backtest versus historiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait les traders. Et puis, on a encore un autre critère de succès qu'on a envie de mettre en place, c'est de se dire: «Ben, on va faire un test live pendant 3 mois où on va mettre l'humain versus la machine et simplement voir, comment on se comporte, l'un et l'autre. Est-ce qu'on voit des différences et puis est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre finalement dans le sens de la métrique de suivi qui s'appelle qui est la MAPI. Donc 3 mesures finalement de suivi, ici. Ensuite, les données disponibles, on va utiliser des données, météo. On va donc utiliser autant l'historique que les prévisions. On va utiliser l'historique de consommation, évidemment de tout ce qui a été consommé depuis les dernières années par rapport à ce qui fait sens. On va utiliser les calendriers civils. Est-ce qu'on a des vacances, vacances scolaires? Est-ce qu'on est en période de vacances d'entreprise? Est-ce que c'est, Nouvel An? Est-ce que c'est Pâques? Voilà, un jour férié, ce genre de choses. Ensuite, les données récoltables, ben, on pourrait se dire, voilà, on a des données météo. Typiquement, on a Météo Suisse comme base historique. On pourrait aller chercher d'autres providers. On sait, d'expérience que si on met différentes météos ensemble, on s'en sort globalement mieux. Donc ça pourrait être une idée. On les a pas sous le coude pour l'instant, donc on le met dans récoltable. Et puis d'autres modèles aussi, potentiellement, dans le trading, il existe plein de modèles de prédictifs. On pourrait imaginer aller en chercher, certains. Les contraintes, alors on a une contrainte assez forte, c'est-à-dire qu'on reçoit les dernières données de prévision d'historique de consommation à 10h45 et nous, on doit donner une réponse à 11h. C'est-à-dire qu'on a peu de temps pour ingérer les données, lancer notre algorithme, obtenir une réponse et transmettre la réponse. Donc ça, pour nous, c'est une contrainte, assez forte. 15 minutes, ça va encore, on a plein d'astuces pour se débrouiller, mais finalement, il faut y penser. On doit optimiser un peu le modèle. Il peut pas tourner pendant 1 heure pour donner une réponse parce qu'on aura raté le coche. Et puis les données sont updatées chaque jour. Donc ça, c'est aussi une contrainte, un peu, au niveau de la base de données. C'est-à-dire que finalement, ma courbe de consommation, elle s'optimise, elle se précise historiquement tous les jours. Si je regarde la courbe d'il y a 2 jours, finalement, ben, j'ai une meilleure connaissance de ce qu'ont consommé mes fribourgeois il y a 2 jours, aujourd'hui, que ce que je savais hier. Et en fait, on a une courbe qui n'est pas une science exacte, en fait, qui se met encore à jour pendant pratiquement 6 mois. C'est aussi vrai que la météo. J'ai une prédiction météo pour demain, j'en ai une pour après-demain. Ben, la prédiction, que je connaîtrai le 27 pour le 28, elle sera meilleure que celle que j'ai aujourd'hui pour le 28, ça on le sait tous.
Et puis finalement, on doit avoir une courbe chaque jour. C'est des moments où on a envie d'automatiser ce genre de système. On peut pas se permettre de dire, «Désolé, on a eu un bug, ça a crashé et il y a pas de courbe de prédiction». On peut pas le dire à 10:55 au trader: «Ah, en fait, il faut vite faire une courbe». Alors du coup, ben, pour éviter ça, on a trouvé plusieurs systèmes. On peut multiplier les serveurs, on peut mettre plein de systèmes comme on veut. Mais ce qu'on a fait nous finalement, qui était le plus sûr, c'est qu'on est venu du coup, ben, compléter dans la solution en se disant: «On va en fait rajouter une courbe de prédiction en day+2, day+3». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prédis aussi pour le 28 et puis comme ça, au cas où j'ai une courbe, elle est pas parfaite, la météo, elle est pas idéale, mais par contre, j'ai quand même quelque chose sous le coude et j'ai pas rien à donner s'il y a vraiment un gros problème tout d'un coup. Avantage business, j'en ai parlé avant, on réduit l'effort de ressources humaines, et puis on a aussi des pénalités SwissGrid, qui vont permettre une réduction des coûts, de réduction, ouais, des amendes. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a la structure de coût, donc il faut développer un modèle. De grandeur, je dirais 3 mois équivalent temps plein. On a globalement un modèle qui est mis en place. Après, si on va aller plus loin dans la précision, on l'a encore augmenté. On a travaillé, je dirais presque encore une fois l'équivalent pour le solidifier, pour le rendre, on va dire aussi duplicable à d'autres, gestionnaires de réseau de distribution. Mais comme ça, vous avez aussi un ordre de grandeur de l'effort que ça peut coûter. Et puis un autre coût qu'on a, bah, c'est la maintenance de la prédiction as a service. On a un système qui tourne tous les jours. Il faut être sûr qu'il tourne, qu'il soit performant, qui soit là, que le service soit disponible. Donc ça, évidemment, c'est des frais, de maintenance, plus maintenance IT dans l'idée, quoi. L'utilisateur, c'est le trader de l'énergie, donc ça, c'est pas une grande, surprise. Ensuite, on a, le niveau de l'intégration. Alors la compilation se fait sur notre serveur, ça c'était le souhait du client, c'était plus facile pour lui de le laisser tout chez nous. Ensuite, on va transmettre les résultats par un mail. Donc entre 10:50 et 10:55, ils reçoivent un mail avec un fichier CSV, donc Excel et puis les courbes, donc 24 valeurs pour les 24 prochaines heures de demain et encore pour les 2 jours suivants. Et puis on a mis aussi à disposition une application web, qui permet de suivre les résultats de manière visuelle, d'avoir un historique des résultats, puis aussi de télécharger les prédictions si on a envie. Et puis finalement, ben, l'utilisation pour nous, c'est l'idée qui dit que le trader en fait, lui va prendre cette courbe, mais pas la prendre comme la bonne monnaie. Donc on va pas prendre la courbe et la mettre dans la bourse, mais il va la prendre, la regarder, puis lui dire si elle lui paraît bien. On aura un check humain en fait qui sera là et puis si lui il sent que non, demain en fait, on annonçait de la pluie, mais il va faire beau parce que, on a le feeling humain que Météo Suisse se trompe depuis 3 jours, et ben, là on peut venir faire quelque chose en tant qu'humain justement, puis améliorer cette courbe. Et historiquement, la toucher à la main juste avant de la donner, on a vu que ça avait un impact positif sur la courbe. Et puis finalement, bah, les personnes clés, c'est, le responsable des traders, donc un représentant, on va dire métier, pour dire comment faire, comment travaille le trader aujourd'hui, mais aussi le chef des traders qui est un peu la personne qui va donc, tenir commande de la bourse et puis s'assurer que le projet soit un succès. Responsable informatique pour la partie intégration, qui puisse accéder à notre application web, qui puisse recevoir les mails, et puis d'après la partie plus faire le projet, j'ai mis data scientist, data engineer, ça c'est, concrètement réaliser le développement. Là, c'est, j'arrive sur la fin, c'est pour montrer un peu à quoi ça ressemble l'outil final. Donc là, vous avez, justement, une vision de l'application web, de ce que ça peut donner. Donc on retrouve finalement les éléments clés. On a une courbe de consommation en vert qui est la courbe réelle de ce qui a été fait. On a, le modèle rouge, c'est notre modèle, à nous de machine learning et puis on a la courbe des traders. Donc là, on est dans une période de test. C'est-à-dire qu'idéalement, on n'aura plus une courbe trader, après cette date-là, on n'a plus de courbe trader et une courbe Suisse SDI. On n'a plus qu'une courbe évidemment, mais là on est dans cette fameuse phase de test où les 2 tournent en parallèle et puis, on regarde, ce qui se passe. Et puis, bon, au passage, vous voyez que le modèle finalement, il a battu la performance, des traders sur ce jour-là. C'est vrai en moyenne, c'est pas vrai tous les jours, mais c'est vrai, sur l'année. Et puis, on voit aussi que le modèle il a un élément qui est assez surprenant, c'est ici, je vous avais parlé d'une action des boilers et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que peu de jours avant le 13 avril, les traders ont changé une stratégie par rapport aux boilers et en fait, bah, le modèle n'a pas encore compris ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc là, on a clairement un point d'amélioration parce que notre modèle, il n'a pas été capable de comprendre alors que les traders qui, eux, l'ont fait, ont programmé eux-mêmes leur propre stratégie, eh bien, ils étaient extrêmement précis, sur ce point-là pour la petite histoire. Et puis, bon, on retrouve aussi les éléments clés. Je dirais, j'ai ressorti un peu avec ces carrés rouges, le visuel de
qu'est-ce qu'on revoit par rapport au Canva ici? On revoit, ben, cette notion de MAPI, cette fameuse fonction d'erreur qui est ici, la possibilité de télécharger, nos éléments, à travers cette application web et puis, cette idée de go back in time. Donc ça, c'est l'idée de dire que nos données, elles se mettent à jour tous les jours. Mais nous, on a mis une option pour pouvoir revenir dans la connaissance qu'on avait il y a un certain temps et c'est-à-dire qu'on est capable de reprendre les connaissances que j'avais. Maintenant, on est presque un an, enfin plus d'un an après cette courbe. Finalement, si je vais voir le lendemain, ma courbe de consommation, elle avait pas exactement cette tête-là, elle était un petit peu différente et je peux retourner en arrière et puis revoir comment elle était réellement dans le passé. Donc voilà pour cette petite démonstration de comment fonctionne ce Canva. Comme j'ai dit, il est à disposition, en libre accès, sur notre page web. Donc n'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à l'utiliser, à nous faire des retours aussi si vous avez envie de l'améliorer, avec nous ou nous donner des conseils par rapport à des choses qui vous ont plu ou moins plu. Je vous ai mis 3 façons différentes de le retrouver, un QR code, ici, heu taper 3 mots-clés, sur Google, ça va aussi normalement fonctionner, sans autre ou sur notre page web directement, vous pouvez le retrouver. Et pour conclure, je voulais juste vous présenter, voilà, un peu différents projets que nous on a pu faire, chez Suisse SDI. Comme ça, vous voyez aussi un peu la palette de ce que ça peut toucher cette data science et comme je l'ai dit, je vous ai présenté au début des projets assez génériques de ce qui peut se faire, puis voilà des cas concrets que nous on a pu réaliser. Si vous voyez aussi un peu la palette des entreprises qui peuvent être intéressées, par ce genre de choses, donc c'est très, très large. Donc on retrouve groupé avec l'énergie pour des algorithmes de décision, mais finalement nous on aide les clients déjà depuis le début, je dirais, de la maturité data, donc même, pour faire, du développement d'une stratégie, data driven, créer une entreprise plus basée sur les données, qui prend plus de décisions et bien ça, on peut aussi faire du suivi par rapport à ça et je dirais sur toute la chaîne, avec des use cases justement qui peuvent être aussi, très différents. Donc voilà pour ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez de nouveau le QR code, pour le Canva si vous n'avez pas eu le temps de le scanner avant et puis je suis évidemment à disposition si vous avez des questions ou des commentaires à discuter. Merci beaucoup.